Douala, capitale économique du Cameroun, connaît depuis l'annonce des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 une période de tension sans précédent. Les rues autrefois animées sont aujourd'hui envahies par la colère et la peur. Ce qui devait être une journée de célébration démocratique s'est transformé en confrontation violente entre manifestants et forces de sécurité, plongeant la ville dans un climat d'incertitude et de désolation. Les cris, les sirènes et le bruit des barricades enflammées ponctuent désormais le quotidien des habitants. Au lendemain de la proclamation officielle de la victoire de Paul Biya avec 53,66% des voix, la colère s'est rapidement propagée. À 92 ans, le président sortant obtient ainsi un 8e mandat, malgré les appels de l'opposition à un changement générationnel. Pour de nombreux citoyens, cette réélection symbolise la continuité d'un pouvoir considéré comme verrouillé depuis trop longtemps. Dans les quartiers populaires, surtout parmi les jeunes, le mécontentement s'exprime par des manifestations spontanées et parfois violentes. Les premiers foyers de contestation apparaissent dans les quartiers de Bonamoussadi, Akwa, Bépanda et Makep. Des barricades de pneus enflammés bloquent les avenues principales. Les manifestants scandent des slogans appelant au changement et dénoncent une élection jugée frauduleuse. Les forces de l'ordre interviennent rapidement, utilisant gaz lacrymogène, canons à eau et charges policières. Les affrontements s'intensifient, tandis que les habitants, terrés chez eux, observent avec inquiétude la détérioration de la situation. Les témoins décrivent des scènes de panique, de courses-poursuites et de tirs dispersés dans les rues. L'opposition, dirigée par Issa Chiroma Bakari, conteste les résultats et appelle à la mobilisation pacifique. Mais la situation dégénère, avec des jeunes dénonçant des arrestations arbitraires et des tirs à balles réelles de la part des forces de sécurité. Selon les autorités, 4 personnes auraient perdu la vie et une vingtaine de blessés sont signalés. Toutefois, les ONG internationales comme Human Rights Watch et Amnesty International estiment que ces chiffres sous-évaluent la réalité du terrain. Elles dénoncent des violences graves et des violations des droits humains, incluant passage à tabac et disparitions forcées. La ville entière est paralysée. Les commerces ferment, les transports publics s'arrêtent et les habitants hésitent à sortir. Le gouverneur de la région du littoral, Samuel Iva Adiboua, lance un appel au calme, affirmant que les forces de sécurité sont déployées pour protéger les citoyens. Mais ces paroles peinent à apaiser la méfiance. Dans les rues, le sentiment d'injustice et de défiance envers les institutions est palpable. Les citoyens accusent le pouvoir d'être sourd à leurs revendications et critiquent la répression des manifestations. À Yaoundé, le gouvernement célèbre la victoire présidentielle. Les médias d'État diffusent des images de partisans en liesse, tandis que les chaînes privées sont parfois suspendues pour des diffusions jugées incitatrices à la haine. Les journalistes indépendants dénoncent des intimidations et des restrictions d'accès à l'information. Le contraste est frappant. D'un côté, le calme apparent du pouvoir, de l'autre, la colère dans les rues de Douala. Cette dualité illustre la fracture croissante entre gouvernants et citoyens. Les quartiers sinistrés voient émerger des initiatives citoyennes. Des bénévoles organisent la distribution de vivres, la réparation de commerces et le soutien aux familles touchées. Des comités de quartier documentent les violences et tentent de coordonner les actions pour limiter les affrontements. Les réseaux sociaux deviennent des outils essentiels pour diffuser des informations, mais aussi un terrain de désinformation et de rumeurs qui amplifie la confusion et la tension. Au-delà de Douala, la crise touche d'autres villes comme Garoua, où des manifestations similaires sont réprimées. L'Union africaine et la communauté économique des États de l'Afrique centrale appellent au dialogue et à la médiation, mais le gouvernement reste prudent et refuse toute ouverture formelle. Cette position renforce la méfiance des citoyens et accentue la polarisation politique. Les conséquences économiques se font sentir immédiatement. Le port de Douala, vital pour le commerce national et régional, fonctionne au ralenti. Les entreprises, locales et étrangères, expriment leur inquiétude face à l'instabilité. Les commerçants et entrepreneurs subissent des pertes importantes, tandis que la population, surtout dans les quartiers populaires, endure les effets directs de l'arrêt des activités et des barrages dans les rues. L'inquiétude grandit sur la capacité de la ville à maintenir ses fonctions économiques essentielles. Sur le plan psychologique, l'impact est considérable. Les habitants vivent dans un climat de peur permanent, les enfants et adolescents montrent des signes de traumatisme et la population est globalement anxieuse. Les ONG locales et internationales mettent en place des services de soutien psychologique. Les jeunes, majoritaires dans le pays, se disent exclus du processus politique. Ils réclament une alternance, une gouvernance transparente, une justice équitable. Mais face à eux, le régime semble décidé à maintenir le cap. Dans les quartiers sinistrés, des bénévoles s'organisent pour nettoyer les décombres, réparer les boutiques, aider les familles touchées. Des associations de quartier distribuent de la nourriture et recueillent les témoignages des victimes. Des familles recherchent encore des proches portés disparus depuis les affrontements.
Les réseaux sociaux deviennent la principale source d'information. Des vidéos circulent, certaines authentiques, d'autres manipulées, contribuant à entretenir la confusion. Au-delà de Douala, la crise politique s'étend à d'autres villes. À Garoua, dans le nord du pays, des manifestations similaires ont éclaté, réprimées elles aussi par la force. Des coups de feu ont été entendus dans plusieurs quartiers. Des observateurs internationaux craignent un embrasement généralisé si les tensions ne sont pas rapidement désamorcées. Les appels à la médiation se multiplient, notamment de la part de l'Union africaine et de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le Cameroun, longtemps perçu comme un îlot de stabilité dans la région, se retrouve à la croisée des chemins. Les fractures politiques et sociales s'approfondissent. L'économie, déjà fragilisée par l'inflation et les tensions sécuritaires dans le nord-ouest et le sud-ouest, risque de plonger davantage. Douala, moteur économique du pays, vit au ralenti. Le port, principal poumon commercial de la sous-région, fonctionne à moitié de sa capacité. Des entreprises étrangères envisagent de suspendre leurs activités. Le coût humain et économique de cette crise s'annonce lourd. Malgré tout, certains Camerounais gardent espoir. Dans les églises, les mosquées, les places publiques, des voix s'élèvent pour appeler à la réconciliation. Des artistes, des journalistes, des membres de la diaspora lancent des campagnes de paix sur les réseaux sociaux. Le Cameroun est notre maison, ne la brûlons pas, peut-on lire sur plusieurs affiches dans les rues de Douala. Mais la peur et la méfiance continuent de dominer le quotidien. À Yaoundé, le président Biya reste silencieux. Aucun discours officiel n'a encore abordé directement les violences post-électorales. Ses partisans parlent d'un chef d'État sage et prudent, qui attend que la situation se stabilise avant de s'exprimer. Ses détracteurs, eux, y voient le signe d'un pouvoir déconnecté des réalités du terrain. Le contraste entre le calme apparent du palais présidentiel et la colère des rues de Douala symbolise la fracture grandissante entre gouvernants et gouvernés. Les jours passent, mais les blessures restent ouvertes. Dans les morgues, les familles viennent identifier leurs proches. Dans les hôpitaux, des blessés témoignent des tirs et des violences. Ils ont tiré sans sommation, raconte un jeune homme touché à la jambe. Je ne manifestais pas, je voulais juste rentrer chez moi. Ces récits se multiplient, alimentant la défiance envers les institutions. Alors que la communauté internationale appelle au calme, le gouvernement promet des enquêtes. Mais sur le terrain, peu y croient encore. Les Camerounais attendent des réponses, une reconnaissance des souffrances vécues, un signe de changement. Pour l'instant, ce qu'ils voient, c'est une capitale économique sous tension, un pays fracturé et un avenir incertain. Dans les coulisses, certains espèrent que cette crise puisse au moins ouvrir un débat de fond sur l'avenir politique du Cameroun. Peut-être que de cette colère naîtra une prise de conscience collective, un nouvel élan démocratique. Peut-être aussi que rien ne changera, comme tant de fois auparavant. Mais pour l'instant, Douala pense ses plaies, entre espoir et résignation. Dans les rues encore fumantes, les traces des affrontements rappellent à tous le prix du silence et de la division. Les murs portent les stigmates des balles, les visages ceux de la peur. Et pourtant, derrière la colère, beaucoup veulent croire que le Cameroun peut encore se relever. Car au-delà des rivalités politiques, une même aspiration unit ses habitants, celle de vivre dans un pays libre, juste et apaisé. Alors que Douala pense ses plaies, de nouvelles dynamiques sociales et politiques commencent à émerger. Dans les quartiers touchés par les affrontements, des associations citoyennes se multiplient, cherchant à créer des espaces de dialogue et de soutien. Ces initiatives visent non seulement à aider les victimes, mais aussi à prévenir de futurs conflits. Les habitants organisent des réunions communautaires, des groupes de médiation et des campagnes de sensibilisation pour encourager la paix et la cohésion sociale. Dans ces moments de tension, la solidarité devient une arme silencieuse contre la peur et l'incertitude. Les jeunes, acteurs majeurs des manifestations, tentent de canaliser leur colère vers des actions constructives. Certains se lancent dans des projets culturels et éducatifs, utilisant les arts, la musique et le théâtre comme moyens d'expression et de revendication pacifique. Des ateliers de discussion sur la démocratie et les droits humains voient le jour dans des écoles et centres communautaires. Ces initiatives, bien que modestes, témoignent d'une volonté de participer activement à la reconstruction morale et civique de la ville et de trouver des alternatives à la violence qui a marqué les semaines précédentes. Parallèlement, la dimension économique de la crise reste préoccupante. Les commerçants et entrepreneurs, particulièrement ceux des secteurs informels, doivent composer avec la peur et l'instabilité. Beaucoup rapportent des pertes considérables, boutiques pillées, marchandises endommagées ou retardées, clients absents par crainte des affrontements. Le port de Douala, pourtant moteur économique du pays, voit son activité ralentie. Le gouvernement tente de rassurer les investisseurs et de relancer les flux commerciaux, mais la confiance tarde à revenir. Les économistes avertissent que l'impact pourrait durer plusieurs mois,
affectant non seulement la ville, mais l'ensemble du pays. Les conséquences de l'élection présidentielle de 2025 se sont manifestées bien au-delà du simple mécontentement politique. Dès l'annonce des résultats, les manifestations spontanées ont rapidement dégénéré en incidents impliquant des destructions matérielles significatives. Dans plusieurs quartiers, les rues ont été bloquées par des pneus enflammés et des barricades improvisées. Ces obstacles ont paralysé la circulation pendant plusieurs heures, affectant à la fois le transport public et privé. Les embouteillages monstres ont provoqué un ralentissement quasi complet du commerce et des services essentiels. De nombreux commerces ont été endommagés, que ce soit par des jets de pierre, des incendies volontaires ou des pillages. Les petits commerces de proximité, souvent les seuls points d'approvisionnement pour les habitants des quartiers populaires, ont subi des pertes considérables. Dans certaines zones, des étals ont été entièrement détruits, et des magasins ont perdu leurs stocks entiers, aggravant le stress économique des familles locales. Les entrepreneurs, déjà fragilisés par la crise économique et l'inflation, ont exprimé un sentiment de désespoir face à ces pertes. Les infrastructures publiques ont également été touchées. Des panneaux de signalisation, des feux tricolores et même des stations de bus ont été endommagés lors des affrontements avec les forces de sécurité. Les routes principales, notamment dans les arrondissements de Bonangeau et Aqua, ont été jonchées de débris et de gravats, nécessitant des interventions de nettoyage prolongées. Cette situation a compliqué l'accès aux hôpitaux, aux écoles et aux services administratifs, mettant en lumière la vulnérabilité de l'organisation urbaine face à des mouvements contestataires. Les institutions éducatives ont été directement impactées. Dans plusieurs établissements scolaires de Douala, les cours ont été suspendus, soit pour raison de sécurité, soit en raison de dommages matériels causés par les manifestations. Les écoles ont été utilisées comme points de rassemblement ou ont subi des intrusions de groupes de jeunes protestataires. Certains tableaux, mobiliers et équipements informatiques ont été détruits, obligeant les enseignants à improviser des solutions pour continuer les programmes éducatifs. Cette interruption a affecté des milliers d'élèves, particulièrement ceux des quartiers densément peuplés. Le transport urbain a également connu de graves perturbations. Les taxis et mototaxis, essentiels pour la mobilité des habitants, ont été bloqués par des routes barricadées et par la présence policière accrue. Les bus interurbains et les transports en commun ont été retardés ou redirigés, entraînant des pertes économiques pour les chauffeurs et frustrant les passagers. Les embouteillages prolongés ont contribué à l'augmentation des frais de transport et à l'allongement des temps de trajet, impactant négativement le quotidien des travailleurs et des étudiants. Dans le secteur de la santé, les conséquences se sont également fait sentir. Les hôpitaux, déjà sous pression en raison du manque de ressources, ont dû gérer un afflux inattendu de blessés lors des affrontements avec les forces de l'ordre. Les patients réguliers ont dû attendre plus longtemps pour recevoir des soins, et certaines interventions programmées ont été reportées. Les pharmacies et dispensaires ont subi des pertes de stock, et le transport de médicaments essentiels a été perturbé par les routes bloquées, créant un stress supplémentaire sur le système de santé local. L'électricité et l'eau potable ont été intermittentes dans plusieurs zones. Les incidents liés aux manifestations ont endommagé des infrastructures électriques légères et certaines installations de distribution d'eau ont été affectées. Ces interruptions ont compliqué la vie quotidienne des habitants, augmentant le stress et la fatigue, en particulier pour les familles avec enfants et les personnes âgées. Les commerçants dépendants de l'électricité pour leurs activités ont été particulièrement touchés. Sur le plan sécuritaire, la répression a provoqué de nombreux blessés et arrestations. Les forces de l'ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes, des matraques et des tirs de sommation pour disperser les foules, ce qui a entraîné des blessures parfois graves chez les manifestants et les passants. Les arrestations massives ont suscité la peur parmi la population, certaines personnes préférant rester confinées chez elles par crainte d'être prises dans les affrontements. Les quartiers résidentiels, habituellement calmes, ont été le théâtre de contrôles intensifs et de patrouilles nocturnes, modifiant profondément la vie quotidienne. Les perturbations économiques ont été rapides et visibles. Les marchés populaires ont connu une chute de fréquentation, et les produits de première nécessité sont devenus plus difficiles à obtenir. Les commerçants ont limité leurs horaires d'ouverture pour éviter les vols et les destructions, ce qui a affecté le pouvoir d'achat et la sécurité alimentaire de nombreux foyers. Les petites et moyennes entreprises, particulièrement vulnérables, ont vu leurs revenus chuter et certaines ont envisagé de fermer temporairement. L'impact social est également important. La peur et l'incertitude ont affecté les interactions sociales et familiales. Les rassemblements publics, événements culturels et réunions communautaires ont été annulés. La population s'est tournée vers des solutions de survie et de prudence, limitant ses déplacements et ses contacts. Ce repli social a eu pour effet d'isoler certaines personnes, augmentant le stress psychologique et l'anxiété, en particulier chez les jeunes et les familles monoparentales. Les médias locaux et internationaux ont relayé les images des destructions, des affrontements et des protestations, amplifiant la visibilité de la crise.
Les vidéos circulant sur les réseaux sociaux ont montré des barricades en feu, des vitrines brisées et des rues désertes sous le contrôle des forces de l'ordre. Cette médiatisation a renforcé la pression sur le gouvernement pour qu'il trouve un équilibre entre maintien de l'ordre et respect des droits des citoyens. Dans ce contexte, la contestation politique reste indissociable des dégâts matériels. Les manifestants utilisent les actions symboliques de destruction pour exprimer leur colère et leur frustration face à ce qu'ils perçoivent comme une absence de démocratie et de justice. Chaque incendie de pneus, chaque vitrine brisée ou route bloquée est une manifestation concrète de la contestation, un message adressé au pouvoir central sur le mécontentement populaire. Enfin, les perspectives de reconstruction et de retour à la normale sont longues. Les autorités doivent organiser le nettoyage des rues, la réparation des infrastructures, le soutien au commerce endommagé et la restauration de la confiance entre la population et les forces de sécurité. Les ONG et associations locales jouent un rôle crucial dans cette période, apportant une aide matérielle et psychologique aux habitants affectés. À Douala, la ville tente de retrouver un rythme normal, mais les cicatrices des manifestations restent visibles, et le climat politique demeure tendu, avec une vigilance constante de la population et des autorités. Après les premiers jours de manifestations et les destructions matérielles à Douala, la ville a commencé à ressentir les effets économiques de cette instabilité. Les pertes pour les commerçants et artisans locaux se sont accumulées rapidement. Les étals détruits, les magasins pillés et les stocks brûlés représentent non seulement une perte financière directe, mais aussi un impact durable sur la capacité des habitants à se procurer des biens essentiels. Dans les quartiers densément peuplés comme New Bell ou Bonaberry, les familles ont dû chercher des alternatives pour se nourrir, parfois à des prix beaucoup plus élevés. Cette pression économique a accentué la frustration des citoyens, renforçant le sentiment d'abandon par l'État. Le commerce formel n'a pas été épargné. Les grandes surfaces et centres commerciaux ont fermé temporairement leurs portes, et certaines entreprises ont suspendu leurs activités par crainte de nouvelles manifestations. Le port autonome de Douala, vital pour l'économie nationale, a vu ses opérations ralentir, affectant les chaînes d'approvisionnement locales et régionales. Les importations de produits alimentaires, de matériaux de construction et de biens de consommation ont été retardées, générant une tension supplémentaire sur les marchés et provoquant une hausse des prix. Les transports ont été profondément perturbés. Les routes principales bloquées par des barricades, les embouteillages permanents et les zones sécurisées par l'armée et la police ont compliqué la circulation quotidienne. Les taxis, bus et mototaxis ont dû trouver des itinéraires alternatifs, souvent plus longs et coûteux. Les travailleurs et étudiants ont dû ajuster leurs horaires ou annuler des déplacements, ce qui a entraîné une baisse de productivité et des pertes économiques directes pour les entreprises et institutions. L'éducation a subi un coup sévère.